Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 3 avril 2020 et je vais vous parler de Bordeaux. Donc on a déjà couvert, je pense, la moitié de ce sujet ensemble, mais on n'a pas terminé. Donc étant donné qu'il s'est passé plusieurs semaines depuis, je vais quand même revenir sur les choses essentielles et puis ensuite insister sur les choses qu'on n'aura pas vues ensemble en cours. J'ai profité du fait que moi aussi je suis enfermée évidemment et que donc j'ai un petit peu de temps pour refaire mon PowerPoint sur Bordeaux. Donc ne vous étonnez pas si celui que je mets sur votre Dropbox est différent de celui que vous aviez vu en cours. Donc première page de ce PowerPoint, je vous ai mis une jolie photo, c'est l'entre-deux-mer ça. L'entre-deux-mer dont on n'a pas beaucoup parlé en cours, dont je parle pas beaucoup lors de mon cours sur Bordeaux, parce que c'est vrai que c'est pas encore une région réputée pour les grands vins, bien qu'il y ait quelques exceptions. Par contre, c'est une région magnifique. C'est très vallonné pour faire des balades en vélo, c'est vraiment c'est top. Bordeaux, vous savez où ça se situe. On passe. Alors, non, avant de passer à la diapositive suivante, je fais un rapide rappel sur les faits historiques marquants de Bordeaux. 1152, le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plantagenet, donc qui va devenir futur roi d'Angleterre, non, pardon, qui va devenir roi d'Angleterre, et qui donc, ce mariage va déclencher des échanges commerciaux très importants entre l'Aquitaine et l'Angleterre, et c'est ça qui va permettre évidemment l'expansion du vignoble bordelais. Deuxième fait historique, c'est le classement de 1855, et ça je vais en reparler dans un instant. Donc rapidement, le climat de Bordeaux, vous le connaissez, c'est un climat océanique, et un climat océanique, c'est toujours un climat tempéré. Pourquoi ? Parce que c'est tempéré justement par l'océan. Ce qui signifie qu'il fait toujours plus doux l'hiver qu'il ne le fait dans le Massif central ou en Bourgogne, et qui fait toujours un petit peu moins chaud l'été qu'il ne le fait dans le Massif central ou en Bourgogne. Donc c'est l'océan qui tempère et qui fait qu'il fait jamais très chaud et jamais très froid. Et évidemment qui signifie également qu'il y a beaucoup de précipitations. Donc Bordeaux, c'est 950 mm de précipitations par an. Pour vous donner une idée, dans le Roussillon, donc dans les Pyrénées, la frontière avec l'Espagne, les précipitations, c'est plutôt de l'ordre de 500 à 600 mm de pluie. On passe à la diapositive suivante. Donc les 5 classements, vous en connaissez au moins 3. 1855, 1955 et le classement des graves. Et on va aussi rapidement parler de celui des crus bourgeois et des crus artisans du Médoc. Donc, page 4, le classement de 1855. Donc, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises. Donc, classement ordonné par Napoléon III lors de la première exposition universelle à Paris. C'est un classement qui compte à la fois des vins rouges et à la fois des vins blancs doux. Celui dont je vous ai parlé, c'est celui des rouges, d'accord ? J'ai insisté dessus parce que je voulais que vous connaissiez au moins les 5 premiers crus du classement de 1855. Alors, 61 crus en rouge qui sont répartis entre le Médoc. Donc il y a 60 crus en rouge dans le Médoc, d'accord ? Et un cru dans les Graves qui est le château Aubryon. D'accord ? Donc ça, c'est pour les rouges. Mais ce classement compte aussi 27 crus de Sauternes. D'accord ? Donc en 1855, les grands vins de Sauternes étaient déjà très réputés, puisque, depuis le XVIe siècle, il faut savoir que pendant de nombreux siècles, les vins doux, le sucre, était une denrée rare et qui était réservée aux plus riches. Donc les vins doux ont toujours été des vins extrêmement réputés, et ce jusqu'à plus récemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette réputation... alors la réputation, elle est toujours là, mais ce sont des vins qui s'arrachent beaucoup moins parce que les goûts ont changé, et les habitudes alimentaires aussi. Et puis le sucre n'est plus vraiment une denrée rare. Donc on passe à... alors ce classement, n'oubliez pas, il est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas, à l'exception donc de 1973, quand Mouton Rothschild passe de second à premier. Alors la devise de Mouton Rothschild, je vous en ai peut-être déjà parlé, avant 1973, c'était « premier ne puis, second ne daigne, mouton je suis ». Donc ça, c'est quelque chose que vous pouviez voir sur l'étiquette. Et depuis 1973, la devise de Mouton, c'est « premier je suis, second je fus, mouton ne change ». Voilà, donc ça, c'est encore aujourd'hui sur l'étiquette de chaque bouteille de Mouton Rothschild.
Brièvement, avant de passer à la suivante quand même, 5 premiers crus, d'accord, dans ce classement, 14 deuxièmes crus, 14 troisièmes et 10 quatrièmes et 18 cinquièmes. Page 5, c'est juste les parchemins donc, qui ont été publiés en 1855, donc les originaux. Et puis page 6, donc page 6 c'est eh bien, ce fameux classement donc, des crus de Sauternes et Barsac. Donc vous en avez 27, un premier cru supérieur. Donc c'est le seul premier cru supérieur de ce classement de 1855, c'est le château d'Yquem, hein, donc c'est considéré comme étant le plus grand. Ensuite vous avez 11 premiers crus et 15 deuxièmes crus. Donc à l'image, je vous ai mis l'étiquette de château d'Yquem. Et puis vous avez aussi le château Suduiro qui fait partie aussi des très grands, qui appartient aujourd'hui à AXA Millésime, donc la branche vin des assurances AXA. Page suivante, le classement de Saint-Émilion, donc 100 ans plus tard. Celui-ci est révisable tous les 10 ans. Le dernier en date, donc c'est 2012. Alors, en tout, vous avez 82 propriétés, avec donc 62 grands crus classés qui n'apparaissent pas sur l'image que j'ai mise à l'écran, puisque sur cette image, je n'ai mis que les 18 premiers grands crus classés, qui sont divisés en deux catégories, les premiers grands crus classés A, que vous devez connaître, et les premiers grands crus classés B. Donc en 2012, Angélus et Pavie sont promus. Ils étaient jusqu'alors premiers grands crus classés B. Depuis 2012, ils sont grands crus classés A. Je vous l'ai dit sans doute, ça a fait polémique parce que certains estiment que ça n'est pas mérité. Alors, petite précision, et j'y reviendrai plus tard, pour postuler à ce classement, les châteaux doivent être en AOC Saint-Émilion Grand Cru. Je reviendrai sur ça. Le classement des graves, établi pour de bon en 1959, il est immuable également. Ce classement des graves, il ne compte que des châteaux qui se trouvent dans l'appellation Pessac-Léognan qui a été créée plus tard. C'est une appellation qui a été créée en 1987, Pessac-Léognan, donc à l'époque de ce classement, elle n'existait pas encore. Il n'y a pas de hiérarchie entre les crus. Ils sont tous au même niveau, d'accord ? D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose en ce qui concerne le classement de 1855. Il y a 5 catégories, d'accord ? Vous connaissez les premiers grands crus, les premiers crus classés, pardon. Au sein de ces premiers crus classés, il n'y a pas de classement, d'accord ? C'est pas Mouton qui est premier, Margot qui est deuxième. Ils sont tous au même niveau, ils sont tous premiers crus classés. Là, pour le classement des graves, ils ont tous au même niveau, c'est tous des grands crus classés. Par contre, la différence dans ce classement, c'est que certains de ces châteaux ont été classés pour leur vin rouge, et certains pour leur vin blanc, et certains pour les deux. Donc là, je vous laisse regarder, par exemple, le château Carbonieux, qui est un grand château, eh bien, il est classé à la fois en rouge et en blanc, alors que Fiesal, par exemple, n'est classé que pour le rouge. C'est un classement qui n'a jamais changé, et qui probablement ne changera jamais. La particularité, c'est que Aubryon est donc classé 2 fois, à la fois dans le classement des graves et dans celui de 1855. Diapositive suivante. Alors, le classement des crus bourgeois du Médoc. C'est une notion, les crus bourgeois, qui existe depuis fort longtemps, puisqu'elle apparaît, on commence à en parler déjà au XVe siècle. Donc c'est pas nouveau. Par contre, c'est une notion qui était utilisée dans le Médoc, mais aussi dans le Blayais, c'est-à-dire dans les côtes de Blaye, et dans le Bourget, donc dans les côtes de Bourg. Le Médoc s'est approprié cette notion plus récemment, au moment de l'établissement de ces classements en 1932. D'ailleurs, ce qui n'a pas vraiment été apprécié évidemment par les côtes de Blaye et les côtes de Bourg. Et il est peut-être question de les inclure par la suite. Bref, toujours est-il que c'est un classement qui a connu beaucoup de polémiques, tout comme le classement de Saint-Émilion. Pourquoi ? Parce que ce sont des classements qui ont été dénoncés pour leur partialité, c'est-à-dire que très souvent, lors de l'établissement des premiers classements, donc je crois que c'était en 2010 pour Saint-Émilion et en 2007 pour les crus bourgeois, eh bien certains châteaux étaient à la fois juges et parties. Donc ce sont des classements qui ont été annulés, hein. Donc celui de 2012, ça a été
un deuxième essai. Et donc pour les crus bourgeois, non, c'était en 2003 et il a été annulé donc pour partialité en 2007. Donc c'est seulement depuis quelques années que les crus bourgeois ont essayé de revoir un petit peu leur politique. Et il y a un mois exactement, donc en mars 2020, eh bien le classement a repris pour de bon. Avec, il semblerait, donc une politique très fiable, et très à cheval donc sur justement cette histoire de partialité. Alors moi j'ai participé aux dégustations, donc effectivement il faut signer un formulaire pour assurer qu'on n'est pas mêlé d'une manière ou d'une autre ou en contact avec un des châteaux concernés. Et donc toutes les dégustations évidemment se font à l'aveugle. Et là en mars a été donc publié le nouveau classement de 2020 qui compte 14 crus bourgeois exceptionnels, 56 crus bourgeois supérieurs et 179 crus bourgeois. Donc en tout, là, en 2020, il y a 249 châteaux dans le Médoc qui ont droit donc à cette distinction donc de crus bourgeois. Je vous ai mis à l'image seulement les crus bourgeois exceptionnels. Alors sachez que si vous rencontrez à l'occasion une bouteille de Château Malescas, ça c'est vraiment canon. Donc je vous le recommande et c'est pas très cher. C'est un classement qui va être révisé tous les 5 ans. On passe à la diapositive suivante. Alors le classement des crus artisans, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins tout simplement parce qu'il n'y a que 36 crus artisans à ce jour. Ce sont généralement les crus artisans des petites propriétés et souvent des propriétés familiales. Qui sont souvent issus de familles d'artisans, de tonneliers, de charrons, etc. Depuis 2017, donc c'est un classement qui a été revu avec un nouveau cahier des charges, quelque chose d'un petit peu mieux établi, et donc qui, lui aussi, comme les crus bourgeois, est révisable tous les 5 ans. Donc la prochaine, ce sera en 2021. Page 11, les données sur Bordeaux, normalement, vous les connaissez déjà. Donc, toute l'AOC Bordeaux comporte tout le territoire de la Gironde. Donc, ça représente à peu près 112 000 hectares de vignes. Bordeaux, évidemment, capitale viticole. 65 AOC à Bordeaux. Donc, c'est moins qu'en Bourgogne sur un territoire beaucoup plus étendu. Évidemment, une majorité de vins rouges et de rosés. Alors, les rosés à Bordeaux, évidemment, ils sont faits à partir de la méthode de la saignée. Donc, ce sont des sous-produits de la vinification des vins rouges. 12% de vins blancs. Alors, dans ce chiffre, il faut compter les vins effervescents et les vins doux. D'accord ? 5 millions d'hectolitres pour Bordeaux. Donc, souvenez-vous, il y a entre 45 et 50 millions d'hectolitres de vin élaborés chaque année en France. 18 hectares en moyenne. Ça, c'est la surface moyenne d'une exploitation viticole. Donc, les exploitations viticoles à Bordeaux sont plutôt assez étendues, en particulier dans le Médoc. À Saint-Émilion, c'est beaucoup plus petit généralement parce qu'à Saint-Émilion, encore, ça reste... alors, c'est pas la majorité, mais il continue d'y avoir encore quelques propriétés viticoles, familiales, pardon, alors que la rive gauche, c'est rarissime et aujourd'hui, essentiellement... les châteaux sont détenus souvent par des gros groupes et donc généralement ce sont des châteaux qui possèdent des dizaines voire des centaines d'hectares. Bordeaux est une région d'assemblage, donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous vous rappeliez. Elle assemble des cépages rouges, elle assemble des cépages blancs. Les rouges, donc c'est le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Cabernet Franc, on va revenir là-dessus. Alors pourquoi est-ce qu'on assemble ? Pour obtenir évidemment une complexité supérieure, mais aussi en ce qui concerne Bordeaux, pour gommer un petit peu les aléas climatiques. Bordeaux est une région océanique, ce qui signifie que la météo y est très imprévisible, particulièrement imprévisible. Alors, quand vous cultivez le Cabernet Sauvignon, qui se trouve à Bordeaux, à la limite septentrionale de sa zone de culture, eh bien, vous ne pouvez pas garantir chaque année que vous allez obtenir les raisins que vous souhaitez à la qualité que vous espérez. Donc, pour éviter la catastrophe, eh bien, on s'assure toujours d'avoir du Merlot, du Cabernet Franc, du Petit Verdot, pour pouvoir l'assembler au Cabernet Sauvignon si celui-ci viendrait à manquer ou si celui-ci présente des
un caractère herbacé parce qu'il n'est pas assez mûr. Je vous donne un exemple concret. En 2013, ça a été un millésime extrêmement difficile, très pluvieux. Eh bien, rive gauche, la rive gauche, vous le savez déjà, est généralement dominée par le Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon n'est pas arrivé à maturité rive gauche. Donc si certains des châteaux de la rive gauche ne cultivaient pas aussi du merlot, eh bien la plupart de ces châteaux n'auraient pas du tout fait de vin. Et tous les châteaux dans lesquels généralement on retrouve une majorité de Cabernet Sauvignon, eh ben, en 2013 souvent les assemblages sont dominés par le merlot. Le Cabernet Sauvignon mûrit beaucoup plus tard que le merlot. D'accord ? Donc c'est aussi une histoire d'assurance climatique, hein, d'avoir la possibilité d'assembler ces vins, ces cépages. Page suivante, un château. Donc ça, on en a déjà parlé normalement. Donc c'est un terme qui désigne un domaine qui cultive sa vigne et qui fait son vin avec ses raisins. C'est aussi un terme auquel n'ont droit que les propriétés viticoles qui sont en AOC, c'est-à-dire que celles qui sont en IGP, en indication géographique protégée, ou en vin de France, n'ont pas le droit à la mention château. Contrairement à domaine. Domaine, c'est un terme qu'on peut utiliser également en vin de France et en IGP, mais pas château. Page suivante, je vous ai mis une très belle photo d'un château qui s'appelle Cos d'Estournel, qui a une architecture très orientale. Il est très impressionnant ce château. Il se trouve à Saint-Estèphe, à la sortie de Pauillac. Et vous voyez que sur l'étiquette, eh bien, c'est le château qui est représenté. Souvenez-vous, vous ne pouvez représenter sur votre étiquette qu'un château qui existe. Hein, donc le terme de château désigne une propriété viticole, donc ça peut être une simple maison. Par contre, si vous représentez un château sur votre étiquette, ce château doit exister. Page suivante. Alors les sols. Ça c'est évidemment ce que vous devez retenir d'essentiel à Bordeaux. La rive gauche dominée par des sols de graves. Donc la rive gauche, c'est-à-dire le Médoc et les graves qui tiennent leur nom de leur sol. Tandis que la rive droite, elle est dominée par des sols argilo-calcaires, donc un peu plus riches, un petit peu plus, qui retiennent un petit peu plus l'humidité. Et donc, ces sols vont également définir l'encépagement de chacune de ces rives. On va revenir là-dessus. L'entre-deux-mers, c'est un très grand territoire, ça représente 7000 hectares de vignes. Donc, on y retrouve de tout, des sables, des argiles, des calcaires, parfois de l'argilo-calcaire ou des graves, donc des sols un peu plus drainants. Sur ces sols-là, dans l'entre-deux-mers, on va retrouver des rouges un petit peu plus complexes, mais dans l'ensemble, l'entre-deux-mers n'a pas les sols ou les expositions ou les coteaux pour produire de grands vins de garde, comme c'est le cas dans le Médoc ou Saint-Émilion. Donc c'est pour ça qu'on parle un petit peu moins de l'entre-deux-mers. Donc page suivante, je vous ai mis une illustration de ces sols. Donc à gauche, vous avez ces graves, donc ces petits cailloux qui généralement se trouvent dans des sables. Donc ce sont des sols très drainants. Et à droite, vous avez donc cet argilo-calcaire qui retient un petit peu plus l'humidité. Page d'après, la hiérarchie des appellations. Donc ça, on l'a vu ensemble en cours. Donc en bas de l'échelle, vous avez vin de France. Ensuite, IGP, indication géographique protégée. Et donc en haut de l'échelle, AOP. Vin de France, souvenez-vous, si vous vous trouvez à Bordeaux, vous faites venir du pinot noir de Bourgogne et que vous le vinifiez à Bordeaux, vous n'aurez droit ni à l'appellation Bourgogne ni à celle de Bordeaux. Vous ne pourrez être qu'en vin de France. Vous êtes à Bordeaux, vous voulez cultiver de la Syrah qui ne fait pas partie du cahier des charges de Bordeaux, eh bien vous ne pourrez être qu'en IGP ou en vin de France. Si vous ne respectez pas les rendements de l'AOP, vous ne pourrez pas être en AOP, vous devrez donc être rétrogradé en quelque sorte en IGP ou en vin de France au choix. Par contre, souvenez-vous, il y a de très grands vignerons qui délibérément décident de se retirer du système des appellations d'origine et de se mettre en IGP ou en vin de France parce que ça leur permet d'avoir plus de liberté. Page suivante. Le système de hiérarchie des AOC. Ça, je pense qu'on l'avait vu. Donc, vous imaginez une pyramide. En bas de la pyramide, il y a les appellations régionales. Donc à Bordeaux, Bordeaux supérieur, Crémant de Bordeaux, ce qui signifie que n'importe où sur le territoire de la Gironde, vous pouvez, si vous respectez le cahier des charges, vous appeler Bordeaux supérieur, Crémant de Bordeaux, en fonction du style de vin que vous faites.
Au-dessus, donc au milieu de la pyramide, vous avez les appellations sous-régionales. Donc ça correspond à des zones qui sont plus restreintes, Médoc, Haut-Médoc, Grave, l'Entre-deux-Mers, dont le cahier des charges est un petit peu plus strict, d'accord, mais qui correspond encore à une zone assez large et donc qui laisse encore pas mal de liberté aux vignerons, beaucoup plus que sous le cahier des charges des appellations communales. Donc ces appellations communales, elles sont en haut de la pyramide, c'est le top du top des appellations d'origine contrôlée, ou des appellations d'origine protégée, devrais-je dire. Ce sont des zones beaucoup plus petites qui correspondent souvent donc à des zones de villages, donc du périmètre de chacun de ces villages, qui surtout ont un cahier des charges beaucoup plus strict, c'est-à-dire des rendements plus faibles, c'est-à-dire des méthodes de culture beaucoup plus contrôlées, c'est-à-dire des méthodes de production beaucoup plus strictes. Vous ne pouvez pas commercialiser votre vin avant une date donnée. Alors typiquement, pour une appellation générique, c'est-à-dire une appellation régionale, vous avez le droit de commercialiser votre vin à partir du 1er janvier qui suit la récolte. D'accord ? Mais généralement, dans les appellations communales, eh bien, cette autorisation, elle arrive beaucoup plus tard, c'est-à-dire que souvent, eh bien, c'est pas avant juin ou septembre de l'année qui suit la récolte, qui suit celle de la récolte. Hein. Donc ce sont des élevages, du coup, beaucoup plus longs. Hein. Donc les appellations communales, généralement, c'est celles dont le cahier des charges est le plus strict, et donc c'est celles qui produisent les vins souvent qui sont les plus concentrés, qui sont les plus complexes et qui sont aussi les plus chers, et dont on peut attendre, du coup, un profil supérieur aux vins qui proviennent des autres appellations. Alors attention, il y a des exceptions, il y a de très grands Bordeaux, il y a de très grands Haut-Médoc ou Grave, mais c'est vrai que souvent les appellations communales, ce sont les plus recherchées. Alors, pour vous donner un petit peu une idée du style des vins que vous pouvez attendre dans chacune de ces appellations, évidemment, les appellations régionales, ce sont des vins qui sont souvent plus faciles à boire, fruités, moins complexes, dont le potentiel de garde est très réduit, hein, c'est-à-dire que rares sont les Bordeaux qui peuvent aller au-delà de 5 ans de garde, et surtout ils ne vont pas bénéficier de cette garde. Et puis progressivement, évidemment, plus on va en haut de l'échelle vers les appellations communales, plus on peut s'attendre à donc, des vins complexes, dont le potentiel de garde est beaucoup plus long, et surtout dans lesquels on va retrouver des notes de bois neuf, puisque ce sont souvent des vins, dans les appellations communales, eh bien, qui vont passer un certain temps dans des barriques, que ce soit des barriques de plusieurs vins, donc qui ne vont pas forcément donner des arômes gourmands de vanille ou de clou de girofle, mais dont beaucoup sont des barriques neuves. Je pense aux grands vins. Les grands crus classés de 1855, ce sont des vins qui souvent voient 100% de barriques neuves. D'accord ? Donc là, évidemment, l'impact du bois neuf est très marqué. Et puis ça aussi, ça participe au fait que ce sont des vins qui coûtent très cher. Diapositive suivante, page 18, je vous ai mis un exemple de cahier des charges. Donc vous voyez par exemple que là c'est l'appellation Bordeaux en haut, donc les rendements sont limités à 68 hectolitres à l'hectare. La commercialisation des vins est autorisée à partir du 15 janvier de l'année qui suit la récolte. Si on regarde le cahier des charges de Pauillac, eh bien le rendement c'est 57 hectolitres, donc c'est 10 litres de moins, 10 hectolitres de moins, enfin un petit peu plus, que 11 hectolitres de moins qu'à Bordeaux. Et la commercialisation se fait seulement à partir du mois de septembre qui suit l'année de la vendange. Sachant évidemment que ces vins-là, généralement, ils passent plutôt entre 12 et 18 mois en barrique. Hein. Donc généralement, la commercialisation se fera encore après la date autorisée. Sur la diapositive suivante, je vous ai mis une carte assez détaillée de Bordeaux. J'espère que vous pourrez zoomer et la voir suffisamment en détail. Toutes les appellations sont confondues, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, si vous regardez le sud-ouest, donc de la région de Bordeaux, donc cette partie en orange, vous avez des appellations communales, Barsac, Séronce, Pessac-Léognan, Sauternes, et vous avez les appellations sous-régionales, Grave, Grave supérieure. Si vous allez juste en dessous, vous regardez donc ce cercle, donc toutes les appellations qui sont listées en dessous, ce sont des appellations qui peuvent être produites sur tout le territoire de la Gironde. Donc Bordeaux, Bordeaux Clairet, qui est un vin rouge léger, Bordeaux rosé, Bordeaux supérieur et Crémant de Bordeaux, tous ces vins
peuvent être élaborés où que vous soyez sur le territoire, dans la mesure où vous respectez le cahier des charges. Diapositive suivante, les cépages. Donc ceux-là, normalement, vous les connaissez. Hein, donc il y a 6 cépages rouges et 4 cépages blancs. Alors, j'ai ajouté le Sauvignon gris, que j'avais pas forcément mentionné par souci de simplicité, mais effectivement, le Sauvignon gris est autorisé dans l'AOC Bordeaux, dans le cahier des charges, mais il est extrêmement rare, hein, ça doit représenter moins d'1% de l'encépagement. C'est une mutation du Sauvignon blanc, tout simplement. Hein. Donc comme le Pinot gris est une mutation du Pinot noir, et le Pinot blanc une mutation du Pinot gris. Donc les cépages les plus cultivés, c'est le Sémillon pour les cépages blancs et le Merlot pour les rouges. Suivent donc le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, et puis le Malbec, le Carmenère et le Petit Verdot. Ce sont souvent des cépages qu'on voit en petites touches, hein, qui sont présents dans l'assemblage, mais qui représentent souvent entre 2 et 5% de l'assemblage. Page suivante. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de chacune des régions. Donc on commence par le Médoc. Donc je rappelle ce Médoc qui est constitué essentiellement donc, de sols de grave, donc ce sol très drainant et très favorable au Cabernet Sauvignon. Le Cabernet Sauvignon, c'est un cépage tardif. Il arrive à maturité très tard, donc il a besoin de chaleur. Donc c'est pour ça qu'il préfère ces sols de grave, puisque plus les sols sont pauvres et drainants, plus ils se réchauffent vite. Hein, donc il arrive du coup à souvent arriver à maturité le Cabernet Sauvignon, alors que sur la rive droite, sur des argiles, c'est impossible presque. Hein. À moins d'être justement dans un millésime très très chaud, auquel cas ça peut le faire. Mais c'est la raison pour laquelle on le retrouve essentiellement rive gauche. Il est complété dans l'assemblage par le Merlot, le Cabernet Franc et parfois donc du Petit Verdot. Ce sont les vins du Médoc généralement pour les meilleurs exemples de grands vins de garde, et c'est évidemment la terre du classement de 1855. Alors, je l'ai peut-être mentionné lors de notre dernier cours ensemble, les vins blancs du Médoc n'ont pas le droit à aucune des appellations qui figurent sur l'image. Donc, tous les producteurs du Médoc qui veulent faire des vins blancs, eh bien, leurs vins blancs devront être en appellation Bordeaux. Page suivante, je vous donne un exemple de ça. Le Château Margaux, donc à gauche vous avez donc le grand vin du Château Margaux, hein, premier grand cru classé en 1855, sous l'appellation Margaux, et à droite vous avez Pavillon Blanc, qui est le vin blanc de Château Margaux, qui comme vous le voyez est en appellation Bordeaux. Pourtant c'est un vin qui est élaboré à côté du Château Margaux. Page suivante, vous avez dans l'ordre donc du sud au nord, les appellations, donc Médoc au Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, Médoc, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe. Médoc et Médoc sont des appellations sous-régionales et les autres sont des appellations communales, hein, donc celles qui produisent les vins les plus concentrés. Ce sont évidemment des appellations qu'il faut que vous connaissiez et dont les vins sont généralement dominés par le Cabernet Sauvignon. Donc le Cabernet Sauvignon, c'est un cépage qui est puissant, qui est parfois austère, hein, surtout quand il n'a pas vu beaucoup le soleil, qui présente des arômes de cassis, de cèdre, de menthe quand il est mûr, alors que le Merlot, lui, on va en parler, il est beaucoup plus rond. Page suivante, je vous ai mis quelques étiquettes célèbres. Alors derrière, vous avez l'illustration du château Pichon-Baron, dont je vous ai peut-être déjà parlé lors de notre cours, de notre dernier cours ensemble, dont l'étiquette se trouve juste au-dessus, donc Pichon-Baron. Le château Palmer, le château Montrose à Saint-Estèphe sont ce qu'on appelle des super seconds, c'est-à-dire que ce sont, et puis Pichon-Baron aussi. Alors Pichon et Montrose, c'est des deuxièmes crus classés. Palmer, c'est un troisième, mais c'est ce qu'on appelle donc des super seconds, c'est-à-dire que ce sont des châteaux qui ont été classés en 1855, deuxième et troisième, mais qui aujourd'hui ont atteint une qualité telle qu'on estime qu'ils se rangent au même niveau que les premiers grands crus classés de 1855. Fourcasse-du-Pré, donc c'est un des châteaux les plus connus de Listrac-Médoc. Chasse-Spleen, vous connaissez peut-être aussi, c'est un château un peu mythique de Moulis. Ça, ce ne sont pas des châteaux qui ont été classés en 1855. Bechevel se trouve à Saint-Julien. Alors, la petite histoire de Bechevel et la raison pour laquelle l'illustration, c'est cette embarcation, c'est
parce qu'au XVIIe siècle, Bechevel appartenait au duc d'Épernon, qui était grand amiral de France. C'était aussi un proche d'Henri III. Il était gouverneur de Guyenne. La Guyenne, c'est l'ancienne province du sud-ouest. Et son pouvoir était tel dans la région qu'en passant donc sur la Garonne, sur l'estuaire plutôt, devant la propriété, eh bien, les navires devaient baisser leurs voiles en signe d'allégeance, en signe de respect, donc au duc d'Épernon. Et donc, c'est comme ça que le château est devenu le château baisse-voile et par extension, plus tard, en déformant un petit peu ce terme de baisse-voile, il est devenu Bechevel. Page suivante, vous avez les premiers crus classés de 1855, donc la tour, avec cette petite tour qui existe bel et bien, bien sûr, mais qui est toute petite. Margaux, dont la bâtisse ressemble à ça. Laffitte, Aubryon, qui se trouve donc dans les Graves, sous l'appellation Pessac-Léognan. Et à droite, vous avez Mouton Rothschild avec cette étiquette mythique. Donc ça, c'est l'étiquette de 1973. Donc, étiquette très importante, puisque c'est celle qui marque le passage de Mouton de second à premier. Et c'est une étiquette illustrée par Picasso, qui est également un hommage posthume à Picasso, puisque Picasso est mort cette même année, donc 1973. Et donc depuis, ça c'est depuis 1945, depuis 1945, Mouton fait illustrer chacun de ses nouveaux millésimes par un artiste célèbre. Page suivante, on passe à une autre région, donc la région des Graves, qui se trouve toujours sur la rive gauche, mais au sud de Bordeaux. C'est une grande région, qui compte aussi, donc tout au sud, on en parlera plus tard, les régions célèbres pour leurs vins liquoreux. Alors ce qu'il faut retenir de la région des Graves, c'est que donc les sols ici sont des sols de Graves, puisque c'est ces sols particuliers qui ont donné leur nom à la région. Et ce sol de Graves, donc ces petits cailloux très drainants, eh bien ce sont des sols qui se prêtent particulièrement bien à la culture de la vigne. Donc c'est une région de grands vins, et souvent de vins rouges complexes qui parfois offrent un bon potentiel de garde, mais c'est aussi une grande région de vins blancs. Les meilleurs vins blancs secs de la région de Bordeaux proviennent de la région des Graves. Ce sont souvent des vins qui sont dominés par le cépage sémillon et qui parfois font un petit passage en barrique. Alors évidemment, le meilleur exemple de ça, c'est l'AOC Pessac-Léognan qui se trouve au nord de l'appellation et qui regroupe tous les grands vins du classement des Graves, et en rouge et en blanc. En Pessac-Léognan, alors les vins rouges sont dominés par le cépage Cabernet Sauvignon, pour les mêmes raisons que celles que j'ai mentionnées tout à l'heure pour le Médoc, et les vins blancs par le sémillon, et là pour le coup il y a presque systématiquement un passage en barrique, dans des barriques neuves, et donc ça va participer au fait que ce sont des vins qui sont très gourmands. Le sémillon, c'est un cépage qui est gras, qui est floral, qui est fruité, généralement qui présente des arômes de fruits jaunes à noyaux, de la pêche jaune par exemple, donc des arômes vraiment gourmands. Le passage en barrique va participer au fait que ce sont des vins qui sont très gourmands et portés sur les arômes de pâtisserie. Et ce sont aussi très souvent déjà des vins chers et souvent des vins blancs qui présentent un bon potentiel de garde. Page suivante, je vous ai mis quelques grands exemples. Donc le château Smith-Laffitte que j'ai mentionné peut-être au début de l'année, qui est une propriété des Catiard. Donc les Catiard, ce sont les anciens propriétaires de Gosport ou de Décathlon, je crois que c'est Gosport, donc une famille d'industriels qui a réinvesti donc il y a quelques années dans le beau château Smith-Laffitte, et puis plus tard dans les sources de Caudalie, donc ce palace qui se trouve juste en face du château, et leur fille a créé donc les sources de Caudalie, qui est ce spa, et aussi évidemment la marque Caudalie, la marque de cosmétiques Caudalie. Château Carbonieux, qui fait de très grands vins blancs, ainsi que de très grands vins rouges. Le domaine de Chevalier, tout ça ce sont des grands crus classés, la tour Martillac, le château Aubailly, qui fait des vins merveilleux. Et puis à côté, vous avez le château Perrat, qui est un château que j'aime beaucoup, qui lui fait partie de l'appellation, qui dépend de l'appellation des Graves et non pas de Pessac-Léognan, donc qui pratique des prix beaucoup plus raisonnables, mais qui fait des vins blancs particulièrement à base souvent de 100% de sémillon, qui sont très bons et qui sont assez faciles à trouver à Bordeaux. On passe rive droite, donc le Libournais.
Donc de ce côté-ci, les sols sont argilo-calcaires, comme vous le savez déjà, et pour cette raison sont dominés par le cépage. L'encépagement est dominé par le cépage merlot et généralement complété par le cabernet franc, en moindre mesure parfois par le cabernet sauvignon. Je vous ai mis l'illustration, l'étiquette du château Coutette, qui est un château qui s'est rendu célèbre il y a quelques années parce qu'il est passé dans un documentaire, je crois que c'était Des racines et des ailes sur Bordeaux, qui est un documentaire d'ailleurs que je vous invite à regarder si vous le trouvez. Je pense que vous pouvez le trouver avec facilité sur YouTube. Et c'est peut-être un château que vous aurez l'occasion de visiter l'an prochain d'ailleurs, qui a une très belle philosophie, qui pratique évidemment la viticulture bio et dans une moindre mesure la viticulture biodynamique. Page suivante, je vous ai mis donc une illustration de toutes les appellations du Libournais. Donc évidemment Saint-Émilion, Saint-Émilion Grand Cru, ça je vais revenir là-dessus, les appellations Pomerol, la lande de Pomerol, ce qu'on appelle les satellites de Saint-Émilion, c'est-à-dire les appellations qui se trouvent, qui encerclent Saint-Émilion, le village de Saint-Émilion, Lussac, Montagne, Saint-Georges, Puisseguin, et puis celles qui sont un petit peu plus loin, Fronsac, Canon-Fronsac, qui peuvent aussi offrir de très bons exemples. Page suivante, donc je répète ces appellations essentielles. Donc toutes ces appellations font des vins qui sont dominés par le cépage merlot. Donc le merlot qui est beaucoup plus rond, qui est plus gourmand, qui est plus fruité. Alors ces arômes, c'est quoi ? C'est la prune, c'est le fruit rouge, c'est la truffe après quelques années d'évolution. Ce sont des vins dont les tanins sont moins structurés, moins sévères que ceux du Cabernet Sauvignon Rive Gauche, qui sont un petit peu plus ronds, qui présentent souvent des profils un petit peu plus gourmands, un petit peu plus faciles. Mais attention, ce sont aussi des vins qui souvent ont un excellent potentiel de garde. Alors on va faire un petit zoom sur AOC Saint-Émilion et AOC Saint-Émilion Grand Cru, puisque ça je sais que ça entraîne la confusion. Ce sont deux appellations qui couvrent le même territoire, la même zone géographique. Simplement, ce qui fait la différence, c'est le cahier des charges. Le cahier des charges de l'appellation Saint-Émilion Grand Cru, il est plus strict. C'est-à-dire que les rendements sont plus faibles, c'est-à-dire que le taux de sucre lors de la récolte doit être supérieur à celui de l'AOC Saint-Émilion, et l'élevage doit être aussi plus long. Par ailleurs, c'est le tremplin qui permet aux châteaux qui veulent prétendre au classement de Saint-Émilion, qui est encore autre chose, d'y accéder. C'est-à-dire qu'en appellation Saint-Émilion, vous ne pouvez pas prétendre au classement. Alors que si vous êtes en appellation Saint-Émilion Grand Cru, vous pouvez prétendre au classement. D'accord ? Donc là, je vous ai mis la page suivante, un exemple. À gauche, Tertre Rotebeuf, qui est, j'en profite pour le dire, un merveilleux vin. C'est très cher, mais c'est vraiment c'est magnifique. C'est la famille Midjaville qui fait ça. C'est un vin qui est en appellation Saint-Émilion Grand Cru. Donc en AOC, Saint-Émilion Grand Cru. Et à côté, vous avez le Château Pavie, que vous connaissez déjà, qui est lui-même en appellation Saint-Émilion Grand Cru, comme vous le voyez, mais qui est également un premier Grand Cru classé. Donc c'est deux choses différentes. Donc attention à ne pas penser que Saint-Émilion Grand Cru, c'est le classement. C'est autre chose. C'est une appellation très prestigieuse, mais au-dessus de ça, vous avez aussi le classement qui, évidemment, est le top du top. Page suivante, justement, je vous ai mis une illustration donc, des châteaux, des premiers grands crus classés A de Saint-Émilion. Donc avec l'étiquette d'Angélus, qui est une étiquette particulièrement identifiable. Page suivante, petit focus rapide sur l'entre-deux-mers. Donc l'entre-deux-mers, en fait, traditionnellement, c'est une terre de production de vin blanc. Donc l'AOC entre-deux-mers, elle est réservée au vin blanc. Contrairement au vin blanc des Graves, dans l'entre-deux-mers, l'encépagement est dominé par le Sauvignon blanc. Alors le Sauvignon blanc, c'est un des cépages blancs les plus aromatiques qui soit. C'est un cépage qui généralement donne des vins aux arômes d'agrumes, le pamplemousse en particulier, des fleurs blanches comme le genêt ou le buis. Parfois des arômes un peu végétales comme l'asperge. Quand il n'est pas mûr, ce qui peut arriver, eh bien, c'est plutôt des arômes de poivron vert. Et puis à Bordeaux, parce que c'est un cépage qui est très cultivé aussi dans la Loire, à Bordeaux, il est un petit peu plus tropical, il est un peu plus mûr, il tend plus vers des arômes de pêche, de pêche blanche, parfois de pêche jaune.
Donc c'est un vin qui donne des fruits qui sont hyper gourmands, hyper fruités, qui sont souvent complétés par un petit peu de sémillon et un petit peu de muscadelle, et qui généralement ne sont pas des vins qui présentent un potentiel de garde. Pourquoi ? Parce que tout simplement ce sont des vins frais et fruités, et que si on veut conserver cette fraîcheur, eh bien, il faut les boire dans les 2 années qui viennent, parce qu'ils ne vont pas bénéficier de garde et que ce fruit va vite disparaître. Alors, il y a de plus en plus de vins rouges dans l'entre-deux-mer. En particulier du merlot, parce que les sols ne sont pas dominés par les graphes, sont des sols qui sont qui sont dans l'ensemble un petit peu plus riches, et donc pour cette raison, c'est souvent le merlot. Il faut dire que le merlot, dans l'ensemble, présente un potentiel de garde qui est légèrement inférieur à celui du cabernet sauvignon. Le cabernet sauvignon, il a beaucoup de tanins, il a beaucoup d'acidité, il a tout ce qu'il faut pour vieillir. Le merlot manque un peu d'acidité, surtout quand il est très mûr. Hein, son acidité a tendance à chuter très vite. Et donc du coup, les vins à base de merlot de l'entre-deux-mer, souvent ce sont des vins faciles. Ce sont des vins qui sont souvent des vins assez abordables. Alors il y a quelques exceptions, les côtes, hein, vous voyez Cadillac, Côte de Bordeaux et Côte de Bordeaux, qui se trouvent, comme leur nom l'indique, eh bien, sur les côtes qui font face à la Garonne. Et dans cette famille-là, parfois, on peut trouver de jolies exceptions, enfin de jolis vins avec une certaine complexité. Page suivante, Bourg et Blaye. Donc là, on repart rive droite, mais au nord de la rive droite. Alors, ce sont des régions qui sont, à vrai dire, de vieilles régions de production. Pourquoi ? Parce que leur emplacement était à l'époque stratégique sur l'estuaire de la Gironde et que les vins de cette région pouvaient partir immédiatement vers l'Angleterre, puisqu'ils se trouvaient très avancés vers la mer. Aujourd'hui, malheureusement, ce sont des régions qui ont un peu perdu de leur splendide, qui ont tendance à être un petit peu négligées. Pourtant, on peut y trouver de très beaux exemples. Alors, généralement, le merlot est majoritaire, puisque les sols sont similaires à ceux de la région du Libournais. Mais c'est des régions dans lesquelles on voit de plus en plus de Malbec et de plus en plus de petits verres d'eau, parfois quelques carmenères. Alors je vous ai mis un exemple au tableau, le 100% là à droite. Bien, c'est un 100% petit verre d'eau. Alors c'est un vin qui vient des Côtes de Blaye, qui est vinifié par un vigneron qui s'appelle Dominique Léandre Chevalier, qui est un original, qui est non original, pas vraiment finalement, mais qui bouleverse un petit peu les règles, puisque déjà il travaille en biodynamie, il fait du labour à cheval, et ces petits verres d'eau, il les a plantés francs de pied. C'est-à-dire que ce sont des vignes qui ne sont pas greffées, sur porte-greffe américain pour les protéger du phylloxéra. Donc ça, évidemment, dans le paysage français, c'est assez original. Alors, le petit verre d'eau, il faut savoir que il est peu présent à Bordeaux dans l'ensemble parce que lui aussi, il est très tardif. Il est par ailleurs extrêmement exigeant, il est un peu aléatoire, donc il donne des récoltes qui sont un petit peu capricieuses. Par contre, quand il est mûr, c'est un cépage merveilleux, c'est un cépage qui est très aromatique, qui est épicé, floral. On dit que le petit verre d'eau a des arômes de violette, avec une structure très affirmée. Hein. C'est un cépage qui est tannique, qui a une belle acidité, donc il fait des vins très puissants. Souvent, quand il est présent dans l'assemblage, même un tout petit peu, il participe à la complexité aromatique et aussi à la structure du vin. Donc c'est un petit peu comme les épices en cuisine, le petit verre d'eau. Hein. Même en petite quantité, on le sent. Donc ça, c'est un exemple de 100%. Il en existe dans les Côtes de Bourg et les Côtes de Blaye en Malbec, c'est-à-dire des 100% Malbec. Les carmenères, c'est un peu plus rare. Pourquoi ? Parce que le carmenère, lui, à Bordeaux, il faut le récolter en novembre. Donc autant vous dire que c'est impossible. Et c'est un cépage qui est très, très, très végétal. Et donc quand il n'est pas mûr, il est très très vert, donc il n'est pas très flatteur, donc c'est quand même rarissime de le trouver en 100% à Bordeaux. Par contre, au Chili, où il est très présent, il y a de très beaux exemples de 100% carmenère. Donc retenez que les Côtes de Blaye et les Côtes de Bourg, ce sont des vins dans lesquels généralement le merlot domine, mais qu'il y a des exemples intéressants de petits verres d'eau de Malbec, parfois de carmenère. Ce sont des régions qui sont aussi dans lesquelles les coopératives sont assez importantes. Vous avez, je crois, à peu près 7 ou 8 coopératives entre ces deux régions.
parce que ce sont souvent des petits viticulteurs donc, qui ont de petites surfaces de vignes et donc qui préfèrent eh bien, se réunir au sein d'une coopérative pour réduire un peu leurs frais. Autre exemple magnifique des Côtes-de-Bourg, c'est Roques de Cambes. Alors vous reconnaissez peut-être le graphisme. Roques de Cambes, c'est la famille Midjaville, donc celle qui fait le grand vin de Saint-Émilion, Tertre, Rotebeuf, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Leur fils s'est installé dans les Côtes-de-Bourg et fait un des plus bels exemples qui existent en Côtes-de-Bourg, donc qui est Roques de Cambes, qui reste malheureusement très cher. Je crois que c'est à peu près autour de 100 € la bouteille. Page suivante, alors les seconds vins. Donc chaque grand vin de Bordeaux, depuis les années 1990 à peu près, a développé, a élargi un petit peu sa gamme pour donner naissance donc, à ce qu'on appelle les seconds vins. Donc ce sont les seconds vins des grands vins de Bordeaux. Ce sont souvent des vins qui sont élaborés à partir soit de vignes un petit peu plus jeunes, donc qui offrent des raisins un peu moins concentrés, soit tout simplement de raisins qui sont récoltés un peu plus tôt, soit de raisins dont on estime qu'ils ne sont pas assez qualitatifs pour entrer dans l'assemblage des grands vins. Donc, alors, ça ne veut pas dire que c'est des vins de moindre qualité, hein. Ce sont souvent des vins de très grande qualité qui offrent néanmoins beaucoup moins de complexité que les grands vins et des potentiels de garde qui sont généralement plus réduits. Par contre, l'avantage, c'est que déjà, ils sont vinifiés par les mêmes équipes techniques que les grands vins, donc par des gens qui connaissent leur métier, et puis surtout qui sont beaucoup plus abordables puisqu'ils sont moins chers. Donc souvent, c'est des tremplins assez intéressants aux grands vins. C'est par là qu'on peut commencer. Alors malheureusement, là, ceux que j'ai mis au tableau en tout cas, ils continuent de rester assez inabordables. Hein. L'effort de la tour, c'est entre 100 et 200 € la bouteille. Vous avez le second vin, par exemple, de Pichon Baron, qui s'appelle les Tourelles de Longueville. Ça, c'est autour de 40 € la bouteille et ça vaut vraiment le coup. Hein, donc vous avez quelques très très beaux exemples de second vin qui sont abordables et qui sont excellents. Page suivante, là on va parler des vins doux. Donc ça c'est notre dernier chapitre. Les vins doux sont élaborés de part et d'autre de la Garonne grâce au processus donc de la pourriture noble que l'on appelle en latin Botrytis cinerea. Cinerea, ça veut dire cendré en latin. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, je vous ai mis une image au tableau, eh bien le raisin, on dirait qu'il est recouvert de cendre. En fait, c'est pas de la cendre, c'est de la pourriture. D'accord ? Alors, pour que cette pourriture se développe, eh bien, il faut un microclimat très particulier, qui est des matinées brumeuses, suivies impérativement d'après-midi ensoleillés. Et alors, pour que ce microclimat particulier prenne forme, il faut généralement une géographie bien particulière. Si vous allez sur la diapositive suivante, vous voyez que sur la carte qui représente là, les plus belles appellations de vins liquoreux de la région, deux rivières se croisent. Donc vous avez la Garonne, qui est une rivière chaude, et le Ciron, qui est une toute petite rivière qui fait toute sa course sous les arbres. Donc c'est une rivière qui est très froide. Lorsque les deux se rencontrent, eh bien, à l'automne, ça crée un choc thermique qui va créer ces fameuses brumes matinales qui vont se répandre de part et d'autre de la vallée. Et c'est grâce à ça que la pourriture noble va se développer. Si par malheur, les brumes n'apparaissent pas, ce qui est possible, hein, là c'est une production qui est incroyable parce que sur le fil du rasoir, elle est complètement dépendante de la météo. Si ces brumes matinales ne se créent pas, et qu'il ne fait que chaud et sec toute la journée, eh bien, il n'y aura pas d'apparition de pourriture noble. On pourra récolter des raisins en surmaturité, mais pas des raisins botrytisés, donc sans la complexité que l'on attend pour ces vins-là. Et si, par malheur, il n'y a que de l'humidité, c'est-à-dire si les matinées brumeuses ne sont pas suivies par des après-midi ensoleillés, eh bien là, c'est ce qu'on appelle la pourriture grise qui va s'installer. Et celle-là, eh bien, les raisins sont bons pour la poubelle. Donc, c'est une production pour laquelle, si vous voulez, en gros, les vignerons de ces appellations, arrivés lorsque la date des vendanges approche, ils ne dorment pas. Hein. Les cépages majoritaires ici, c'est le sémillon. Pourquoi ? Parce que c'est le plus sensible à la pourriture noble. Il est généralement complété par le sauvignon blanc,
parce que le Sauvignon blanc, lui, il apporte de l'acidité. C'est un cépage qui est très acide, le Sauvignon blanc. Or, les vins doux, ce sont des vins qui ont besoin d'acidité pour équilibrer leur sucrosité. Les vins de ce terme, par exemple, ce sont des vins dans lesquels il y a en général entre 120 et 150 grammes de sucre par litre. Donc si vous n'avez pas une acidité très vive pour équilibrer cette sucrosité, ça fait des vins qui sont pas du tout, qui sont lourds, qui sont pâteux et qui sont pas du tout agréables à boire. Ces raisins, ils sont récoltés par ce qu'on appelle des tries successives, c'est-à-dire que les vendangeurs vont parcourir la vigne, sélectionner les baies les plus botrytisées et laisser celles qui ne le sont pas sur la grappe. Et ils repasseront le lendemain ou quelques jours plus tard ou la semaine d'après pour récolter les grains qu'ils ont laissés qui seront enfin complètement botrytisés. Alors je vous ai mis un lien vers une vidéo YouTube qui dure une dizaine de minutes je crois, où vous voyez d'un peu plus près ces fameuses vendanges donc de pourriture noble. C'est des vendanges qui sont impressionnantes parce que évidemment c'est pas des raisins qui font envie et pourtant si vous les goûtiez, même si leur apparence est répugnante, eh bien ils sont délicieux parce qu'ils sont très concentrés en sucre et très très aromatiques. Donc ce que le champignon, donc ce Botrytis cinerea, qui n'est autre qu'un champignon, fait, c'est que il va faire que la baie va complètement se dessécher, donc se vider de son eau, et va se concentrer en sucre et en arôme. Alors, il y a une perte extraordinaire. Les rendements en moyenne à Bordeaux sont de l'ordre de 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement maximum autorisé à ce terme, c'est 25 hectolitres à l'hectare. Et généralement, les propriétés récoltent entre 5 et 10 hectolitres à l'hectare en fonction des millésimes. Ce qui représente à peu près, si vous êtes à 5 hectolitres à l'hectare, ça représente un verre de vin par pied de vigne. D'accord ? Donc c'est vraiment des quantités rikiki. Sachant évidemment qu'il arrive que ce soit encore moins. En 2012, par exemple, 2012 a été un millésime très difficile à Sauternes. Le château d'Yquem n'a pas vendangé, n'a pas fait de grands vins. Donc c'est une production vraiment difficile et elle est rendue encore plus difficile par le fait que c'est aussi des vins qui sont difficiles à commercialiser puisque ce sont pas des vins que le consommateur moyen va consommer chaque soir lors de son repas. Ce sont des vins qui sont généralement consommés pour des occasions particulières. Donc du coup, c'est pas facile de gagner sa vie quand on s'appelle pas Château d'Yquem ou Château Sudiro. Alors il y a un léger regain d'intérêt pour les vins doux, mais dans l'ensemble, ce sont des vins difficiles à commercialiser. Sur la dernière diapositive, donc vous avez toutes les grandes AOC, toutes les grandes AOP donc de vins doux de la région qui se trouvent donc pour la plupart soit au sud des Graves, rive gauche, soit dans l'entre-deux-mer du côté de Langon. C'est une très jolie région. Hein. Je vous recommande de la visiter si vous en avez un jour l'occasion. En particulier, alors Yquem si vous pouvez y accéder, mais c'est pas facile. Vous avez le château Laforie-Peyraguet qui récemment a été racheté par Lalique. Lalique en a fait un hôtel de luxe et a ouvert un restaurant qui pour l'instant reste relativement abordable. Bon, il y a quand même besoin de casser sa tirelire, mais dans l'ensemble, c'est raisonnable par rapport à au prix qui se pratique à Bordeaux. Donc si vous avez l'occasion de vous faire une petite virée à Sauternes, je vous recommande ne serait-ce que d'aller y boire un verre. C'est très beau. Et si vous avez l'occasion de visiter Laforie-Peyraguet, ils ont élaboré une barrique magnifique à moitié en bois, à moitié en cristal, et c'est vraiment splendide. Alors ces grands vins doux, ce sont... Alors un vin doux, la définition de l'OIV, donc l'OIV c'est l'Organisme International de la Vigne et du Vin. Un vin doux, c'est un vin qui présente plus de 45 grammes de sucre par litre. En France, on parle de vin liquoreux, mais liquoreux n'a pas de définition légale. Un vin liquoreux, généralement, ça fait référence à un vin dans lequel il y a beaucoup de sucre, c'est-à-dire environ 100 grammes de sucre, ce qui est le cas donc, dans un Sauternes. Donc vous pouvez employer le terme vin doux si vous le souhaitez, ou le terme liquoreux. Sachez seulement que liquoreux n'a pas de définition légale. Ce sont des vins donc très sucrés et qui présentent des arômes
hyper complexe de fruits secs, d'abricots secs, de gingembre confit, de noisettes, de miel évidemment, de fleurs, d'acacia, de chèvrefeuille, etc. Donc c'est généralement les plus grands sauternes ou les barsacs. Donc barsac c'est l'appellation voisine de ce terne qui est aussi très réputée. Les deux produisent des vins donc, qui font partie du classement de 1855, mais vous avez aussi évidemment de très beaux exemples de l'autre côté de la Garonne ou un petit peu plus au nord à Séronce par exemple. Donc ce sont des vins ultra complexes et surtout qui généralement ont un potentiel de garde infini. Un très grand sauterne ou un très grand vin liquoreux de ce genre, c'est 50, 60, parfois 100 ans de potentiel de garde. Alors pourquoi ? Déjà parce qu'il y a présence de sucre. Le sucre est un conservateur naturel, et là il y en a beaucoup. Et aussi parce que la pourriture noble a déjà oxydé tout ce qu'il y avait à oxyder dans le raisin, ce qui fait que ce sont des vins qui sont résistants. C'est-à-dire quand vous ouvrez une bouteille de vin liquoreux comme ça, vous allez vous apercevoir que si vous la laissez au frigo pendant une semaine, au bout d'une semaine il n'aura pas bougé. Alors qu'un vin blanc, au bout de 2 jours, vous sentez déjà l'oxydation qui arrive. C'est évidemment des grands vins de gastronomie, donc il y a plein d'accords avec ce genre de vin, évidemment tous les desserts possibles et imaginables, mais aussi des fromages bleus avec un roquefort ou une fourme d'Ambert, c'est délicieux, c'est ce qu'on appelle un accord de contraste. Je vous ferai d'ailleurs parvenir un cours sur les accords mets et vins la semaine prochaine. Je vais voir comment je vais m'organiser parce qu'évidemment, malheureusement, on ne va pas pouvoir le mettre en pratique, ce qui est fort dommage. Bon, j'espère que j'ai été relativement claire. J'ai l'impression que je vous ai fait un cours assez décousu. Je suis désolée. Si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas. Je vous invite quand même à faire des recherches sur les cépages que j'ai évoqués, en particulier Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Cabernet Franc, le Sauvignon Blanc et le Sémillon. Ce ne sont pas des travaux que vous aurez à me rendre, puisque là, je vous fais un cours un peu à part, et puis qu'on a déjà vu une partie de ce qui vient d'être évoqué. Mais pour vous, c'est toujours intéressant. Je ne vous ai pas parlé du Cabernet Franc. Le Cabernet Franc, c'est le papa du Cabernet Sauvignon. Donc, papa ou la maman, comme on veut, en compagnie du Sauvignon Blanc. À une époque où dans le Médoc, les vignes étaient complantées, donc les vignes étaient plantées les unes à côté des autres, les cépages étaient mélangés, et donc ça a donné lieu à de nombreuses reproductions, et notamment l'apparition du Cabernet Sauvignon dans les années, au XVIIe siècle plutôt. Donc le Cabernet Franc, bien que ce soit le papa du Cabernet Sauvignon, il est un petit peu moins puissant, plutôt porté sur des fruits rouges, des tanins un petit peu plus fins que le Cabernet Sauvignon, une acidité très vive par contre. Voilà, donc regardez un petit peu le profil de tous ces cépages et puis dès que vous en avez l'occasion, essayez de déguster un petit peu, essayez de voir quelle est la différence entre un vin de la rive gauche et un vin de la rive droite. À la dégustation, ce sera beaucoup plus parlant que ce que je pourrais vous expliquer à l'oral. Ce que j'aimerais que vous reteniez de ce cours, évidemment, les différences entre le sol de la rive gauche et celui de la rive droite, avec ce que ça signifie du point de vue de l'encépagement. Les appellations, alors la hiérarchie des appellations, donc les appellations régionales, sous-régionales, communales, les classements, donc essentiellement celui de 1855, je veux que vous connaissiez les premiers, et puis les premiers grands crus classés A de Saint-Émilion également. Les vins doux, donc le développement de la pourriture noble, qu'est-ce que ça provoque dans le vin, donc cette concentration, cette complexité aromatique. Et puis, évidemment, retenez des appellations communales essentielles, donc Pauillac, Saint-Julien, Saint-Estèphe, Saint-Émilion-Pomerol, Pessac-Léognan, Barsac et Sauternes. Ça, c'est des appellations qu'il faut évidemment que vous connaissiez. Et puis aussi les seconds vins. Voilà, avoir une notion de ce que désigne ce terme de second vin. Voilà, bonne révision!